Permettez-moi donc tout d'abord de vous adresser officiellement, même si on l'a déjà fait depuis quelque temps et entre nous, donc mes meilleurs voeux de santé et de prospérité pour vous, vos proches, vos amis, pour les habitants bien sûr, pour cette nouvelle année 2022 qui s'ouvre à nous. Avant donc de démarrer l'appel et l'étude des questions qui vont nous occuper ce soir dans le cadre de ce conseil municipal extraordinaire ou exceptionnel. En tout cas, vous avez compris, c'était une date supplémentaire. Je voudrais donc procéder à l'installation de Fernand de Keyser et de Catherine Gautran. Je vais commencer par, dans l'ordre des démissions, parler de Fernand de Keyser pour vous dire qu'en application donc, de l'article L270 du Code électoral et faisant suite à la démission de Guy de Renoncourt, il convient de compléter l'Assemblée délibérante du Conseil municipal et que le candidat venant sur la liste continuant ensemble immédiatement après le dernier élu est appelé, conformément donc à l'article que j'ai cité déjà, il est appelé donc à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient donc par définition vacant. J'invite donc le conseil municipal à constater que M. Fernand de Keyser, dont le nom figure immédiatement après celui de Mme Sabine Leroy sur le récépissé de déclaration de candidature délivré par M. le sous-préfet de l'arrondissement de Béthune, fait partie du conseil municipal de la ville de Béthune. Et on souhaite donc la bienvenue à Fernand de Keyser. Oui, on peut applaudir aussi, hein. Suite cette fois-ci la démission de Mme Amel Daou-Gaker. Il convient là aussi de compléter l'Assemblée délibérante du Conseil municipal. Et donc je vous invite à constater que Mme Catherine Gautran, dont le nom figure immédiatement après celui de M. Fernand de Keyser, sur le récépissé de déclaration de candidature délivré par M. le sous-préfet de l'arrondissement de Béthune, fait partie du conseil municipal de la ville de Béthune. Catherine, qui était également candidate sur la liste Continuons ensemble. Et on peut aussi lui souhaiter la bienvenue et l'applaudir. Voilà, donc pour respecter les textes, j'ai dû commencer par Fernand, alors que la courtoisie aurait voulu que je commence par Catherine, mais Catherine arrivant après Fernand, je devais faire lecture en ce sens. N'y voyez pas ma liste, bien évidemment. Je propose donc à Monsieur le Directeur Général des Services de faire l'appel à ce stade. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Olivier Gaker. Présent. Monsieur Pierre-Emmanuel Gibson. Madame Ginette Loiseau. Monsieur Hakim Elazouzi. Monsieur Bertrand Barré. Madame Annie Boulard. Monsieur Jean-Pascal Scalone. Madame Maryse Berthou. Monsieur Patrick Perrin. Madame Béatrice Berroyer. Monsieur Francis Cordonnier. Madame Jacqueline Imbert. Madame Marie-Jeanne Brevard-Petitpas. Madame Josette Phyllis est absente. Donne pouvoir à Monsieur Hervé Solède. Madame Martine Descamps. Monsieur Zoran Jeftovic. Présent. Monsieur Hervé Solède. Madame Catherine Arfaud-Halloween. Madame Meilda Chauchois est absente. Donne pouvoir à Monsieur Olivier Gaker. Monsieur Frédéric Dams. Absent. Madame Ingrid Beignet. Madame Sonia Solaire. Madame Hélène Sam. Monsieur Anthony Coé. Monsieur Christophe Doual. Monsieur Pierre Quartnick. Monsieur Corentin Brige. Madame Sabine Leroy. Monsieur Fernand de Keyser. Madame Catherine Gautran. Monsieur Stéphane Saint-André est absent. Se donne pouvoir à Madame Virginie Capel. Madame Virginie Capel. Madame Nathalie Delbar. Absente. Monsieur Alexandre Mazel. Madame Brigitte L. Absente.
Monsieur le maire, vous avez le quorum. Merci. Convient également de désigner notre secrétaire de séance. Le dernier conseil, c'était, je crois, Virginie Capel qui avait officié. Et donc, oui, dans la liste, compte tenu des absents, il s'agirait de Bertrand Barret qui arrive dans la liste à la suite. Ça te convient, Bertrand? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Donc, Bertrand fera office de secrétaire de séance pour ce soir et ce conseil. Alors, vous savez que donc, ce soir, il s'agit d'un conseil municipal exceptionnel, lié, alors bien sûr, à l'actualité qui a été la mise en conformité du cumul des non-mandats pour Madame la sénatrice Amel Daoud-Gaker. Et en particulier, c'est l'occasion pour nous de pouvoir présenter, et nous le souhaitions, le projet de ville, cette vision à 2032, avant qu'elle ne soit progressivement partagée avec la population. Il nous semblait important que ce soit débattu ici, au sein de cette enceinte et au sein du conseil municipal. Et quand je dis une présentation auprès du public, c'est que dans les jours à venir, vous savez qu'il y aura les vœux à la population. Pas de cérémonie cette année pour les raisons sanitaires que vous connaissez, mais donc samedi 18h30 sur le Facebook Live, il y aura donc une vidéo où nous présenterons ce projet de ville et nous pourrons évoquer quelques pistes qui seront là aussi débattues dans le cadre du débat d'orientation budgétaire 2022, donc quelques pistes d'action et d'investissement pour 2022, puisque vous savez que nous sommes en train de finaliser le budget. Alors, on va commencer par les questions. La 501, qui est ne me demandez pas pourquoi on délibère pour installer des collègues qui viennent d'être installés par la loi, mais le contrôle de légalité nous demande de passer une délibération. J'espère qu'au moins Fernand et Catherine voteront pour eux. Donc il s'agit de la délibération 501, je pense plutôt de constater l'installation officiellement de Fernand Decayzer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc officiel, Fernand. Il y a des subtilités parfois juridiques, ne me demandez pas. C'est juste la confirmation. La délibération 502, cette fois-ci, donc c'est la confirmation aussi, la note d'information et délibération qui concerne donc l'installation d'une nouvelle conseillère municipale, donc en la personne de Catherine Gautran. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc acté. La 503 concerne donc la fixation du nombre d'adjoints au maire. Nous avions jusqu'à présent 11 adjoints au maire, c'est-à-dire 10 plus 11, dans le cadre d'une disposition exceptionnelle qui nous permettait la valorisation notamment de toute la partie démocratie contributive, participative, et donc occupée par notre ami Francis. Il a été convenu que nous allions rester sur 10 adjoints, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de vote de nouveaux adjoints à élire ce soir, adjoints ou adjointes, et que donc il convient d'acter ce nombre à 10, ce qui veut donc dire que je pense que Amel Gaker était adjointe numéro 4, je crois. Tout le monde donc va reculer d'un cran ou avancer d'un cran pour finalement, donc celui qui était 5e passera 4e, etc., pour reconstituer la liste complète, enlever donc la place vacante et donc finir sur 10 adjoints. Voilà ce qui est ici proposé, donc de passer de 11 finalement à 10 adjoints, et donc il n'y a pas de remplacement d'Amel Daoud-Gaker en tant qu'adjointe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc acté comme cela et on pourra mettre à jour le tableau des adjoints. Je vais passer la parole à Monsieur le Premier adjoint pour les délibérations 301 et 302 qui suivent forcément les règles conformément donc aux 3 premières délibérations que nous avons votées. Merci. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, nous passons de 11 à 10 adjoints. Donc, il nous appartient de réajuster ce qu'on appelle le tableau des indemnités, puisque vous le savez, les indemnités sont votées. Elles rétribuent les fonctions d'élus du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Et ces indemnités sont fléchées sur chaque nom, évidemment. Et donc, on doit mettre ce tableau à jour. Donc, on passe de 11 à 10 adjoints. Donc, l'enveloppe des adjoints se réduit. Et sur l'enveloppe des conseillers délégués, on reste sur le même nombre de conseillers délégués, donc il n'y a pas de changement notable en nombre. Donc l'enveloppe se réduit. Il s'agit donc de fixer les indemnités de fonction qui sont exactement les mêmes
en pourcentage pour le maire, les adjoints, les conseils délégués que ce qui a été voté au début du mandat en juillet 2020. Et vous le savez, comme nous sommes une ville-centre qui est éligible à la dotation de solidarité urbaine, il y a des taux majorés. Donc ces deux délibérations, la fixation du taux légal et la fixation du taux majoré, je le redis, rien ne change par rapport à 2020. Le seul changement, c'est que l'enveloppe financière se réduit puisqu'il y a un adjoint de moins. Merci. Donc sur la 301, y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Et la 302 qui était présente en même temps, y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Je vous rappellerai dans les jours à venir, enfin, on rappellerai pour celles et ceux à qui nous avons déjà évoqué le sujet, d'être à nos collègues aujourd'hui membres de l'opposition, le dispatch en fait délégation qui était réalisé jusqu'à présent, puisque Amel Gacquer avait donc un certain nombre de missions et délégations, et elles vont être donc réorganisées en interne auprès des collègues. Et vous aurez peut-être noté aussi l'apparition du nom comme conseiller délégué de Fernand de Keyser, qui notamment sera chargé des questions de l'urbanisme et le foncier sur les questions opérationnelles, les questions d'aménagement et stratégique étant pilotées à notre niveau avec Pierre Manuel. Alors nous avons une délibération cadre et très structurante aujourd'hui, et je vais peut-être me mettre sur le PC pour faciliter la diffusion, qui concerne donc le projet de la ville. Voilà, je vais peut-être, comme je suis très à distance, si vous me le permettez, enlever le masque pour m'exprimer. Ça gêne personne? Sinon, je remettrai. Bien, donc, chers collègues, il s'agit ici de poser un cadre stratégique, un cadre de travail, donner de la visibilité finalement sur la ville, ce qu'on veut en faire, quelle signature on veut lui donner, après un premier mandat sur 2014-2020 qui était un mandat de remise en route, d'éléments pour conforter, d'actions pour conforter l'attractivité de la commune. Aujourd'hui, il convient d'aller plus loin et de structurer. Donc, j'ai parlé de stratégie, une tactique, peu importe, pour garder l'idée d'une ville durable, innovante et collaborative. Alors, ce contexte de projet de ville arrive dans une évolution qui nous dépasse, dans un contexte particulier. Je veux parler bien sûr de l'évolution climatique. On n'en est plus aujourd'hui à la lutte contre le réchauffement climatique, mais plutôt l'adaptation. Et vous le savez, cet été, on a eu un rapport, c'était au mois d'août, du GIEC, des grands experts internationaux justement qui sont chargés d'étudier, de donner des perspectives et des prospectives sur l'évolution du climat. Ils nous ont confirmé donc, que le réchauffement climatique était là. Et que finalement, quand on craignait les 2 degrés, on était déjà bien avancé, on était à 1,5 degré de réchauffement pour la planète. On pourrait monter à 2, voire plus, potentiellement. Alors les gens nous disent, 1 degré, 2 degrés, c'est pas beaucoup. Peut-être. En tout cas, quand on se lève le matin à 37, on est bien. À 38, un peu moins bien. Et à 39, on n'a pas la forme. Je crois que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir pour notre planète. Les écosystèmes sont complètement bouleversés. Et vous le verrez dans la carte tout à l'heure, juste après que je vous montrerai, il y a aussi ce réchauffement climatique a un impact sur la fonte des glaces, sur la montée du niveau de la mer, et vous verrez que pour le Pas-de-Calais et pour notre région, ça n'est pas neutre. Donc, les évolutions récentes, qui peut-être nous poussent aussi à adapter beaucoup plus rapidement nos interventions en matière d'urbanisme, c'est ça, le réchauffement climatique. Et puis nous avons un cadre législatif, réglementaire, qui est là aussi très pressant, qui est bien sûr issu de notre démocratie républicaine. Les parlementaires donc voté un certain nombre de lois pour donner des orientations donc, à notre France et à nos territoires en particulier. La loi Allure en 2014, c'était déjà une première loi sur finalement le logement et la consommation du foncier, je vais le dire comme cela. Peut-être la première loi après la loi SRU 2000 qui commençait à nous dire attention à l'étalement urbain,
attention aux conséquences que ça pourrait avoir sur, bien sûr, la vie de tous les jours, le pouvoir d'achat. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion de gilets jaunes, de voitures, parce que l'étalement urbain, on ne l'a pas vu arriver, mais ça a provoqué aussi un peu cela. Et puis sur la consommation du foncier, avec toutes les conséquences, notamment sur les politiques agricoles et l'accès à la nourriture, donc cette capacité à garder du foncier stratégique pour notre pays. La loi Elan est arrivée derrière, là, dans un objectif aussi d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, notamment des bâtiments tertiaires. On a un décret qui va sortir aussi, et nous allons être, bien évidemment, nous également concernés sur notre propre patrimoine communal. La loi LOM, qui a été votée en décembre 2019, qui est la loi sur l'organisation des mobilités. C'est dans ce cadre-là, notamment, qu'il y a quelques jours, nous avons pris l'initiative, avec d'autres collègues, autour de Béthune-Brouet, notre agglomération Béthune-Brouet-Artois-Romane, nous avons pris l'initiative de lancer une étude en complément de l'étoile ferroviaire qui est inscrite dans le cadre de la loi LOM. De quoi s'agit-il? De renforcer les liaisons entre la métropole et le périurbain à travers, bien sûr, la version ferroviaire de la mobilité. Nous souhaiterions, nous, pouvoir compléter cette étude et regarder s'il n'y a pas d'autres opportunités, notamment avec les transports téléportés. On parlera de téléphérique, on peut parler aussi de métro sur rail, peu importe. En tout cas, c'est dans ce cadre-là que nous avons besoin de réfléchir au désenclavement aussi de nos territoires, de cette France souvent qualifiée de France périphérique. Troisième loi qui va avoir un impact important, qui a été une loi votée en 2021, c'est la loi climat et résilience. On parle du ZAN, peu importe, zéro artificialisation nette, c'est ce que ça veut dire surtout. Avec l'Association des maires de France, on est en train de regarder quels vont être les impacts dans les aménagements, notamment de nos communes, de nos territoires. Et on a d'ailleurs demandé à décaler un peu le décret d'application pour que nous puissions bien nous préparer. En tout cas, c'est très clair, ça va être aussi un moyen de pouvoir faire rentrer la question de l'énergie après la transition, on va dire, sous la forme de lutte contre les passoires énergétiques. La question qui se pose aujourd'hui, c'est après avoir isolé nos bâtiments, c'est quel type d'énergie nous allons pouvoir utiliser. Et notamment, on pense aux énergies décarbonées, bien évidemment. Et puis, la loi Egalim, là aussi, qui a été une loi peut-être pas complètement vue et visible, mais c'est une loi qui vise à changer nos modes de restauration, y compris dans la restauration collective, et puis surtout à lutter contre le gaspillage alimentaire en particulier. Je pourrais vous citer d'autres lois dans lesquelles, bien évidemment, nous sommes engagés et pour lesquelles nous sommes concernés. Depuis 2014, on a dû nous adapter à beaucoup de changements dans les territoires. La loi NOTRe, la loi MAPTAM, sont des lois qui ont réorganisé le partage des compétences. C'est comme ça que l'eau potable, qui était une compétence exercée par les communes et pour le CIVOM pour nous, s'est retrouvée donc à être exercée cette compétence par la communauté d'agglomération. C'est un gros travail, bien évidemment. Et puis, ça a été tout un travail de redécoupage des cartes intercommunales, des cartes de coopération intercommunale. Et c'est comme ça qu'est née la communauté d'agglomération Béthune, Brouet, Artois, Lys Romane, dans laquelle nous sommes bien évidemment engagés. 2017, 100 communes, 152 conseillers communautaires. Et nous avons, pour le coup, la taille XXL, c'est comme ça qu'on est qualifié sur ce territoire. Nous sommes la 4e agglomération de France et surtout, nous sommes aujourd'hui la même taille que la Melle, avec 280 000 habitants. Et Béthune, 25 000 habitants, c'est donc un peu moins de 10% de ce territoire. Donc peut-être pas la ville-centre, bien évidemment, de donc ce grand territoire, mais en tout cas la capitale administrative, puisque chef-lieu de l'arrondissement, nous sommes donc sous-préfecture ici à Béthune. Nous avons des équipements qui sont très structurants, la maison d'arrêt, le tribunal, la gare TGV, les équipements culturels, théâtre. Bref, donc nous remplissons certainement les fonctions d'une ville-centre, mais je le redis, dans un territoire aussi vaste, nous sommes certainement la capitale, mais pas que la ville essentielle. Et donc nous contribuons aux différents bassins de vie. Donc un cadre réglementaire qui nous contraint, mais qui nous engage aussi, une évolution climatique qui avance, et je vous parlais tout à l'heure du réchauffement climatique, vous voyez un peu sur la carte ce que ça peut donner. Comment lire les choses? C'est simple. Une partie du Pas-de-Calais aujourd'hui et du Nord se retrouve en dessous du niveau de la mer, ce qui veut dire que les perspectives qui sont aujourd'hui dressées devant nous, c'est de se dire qu'avec la hausse du niveau de la mer, c'est pratiquement, et là pour le coup avec une hypothèse d'une augmentation
de 1 mètre de la montée des eaux, eh bien vous voyez que potentiellement tout ce qui est en rouge, ce sont les parties de nos 2 départements qui pourraient potentiellement être sous l'eau. Ça veut donc dire qu'on aura des mouvements de population peut-être. Alors on pense la question migratoire, souvent on pense aux pays du Maghreb, à l'Afrique, au Moyen-Orient, tous ces gens qui viennent pour des raisons parfois géopolitiques, mais qui viennent aussi parfois pour des raisons climatiques. Eh bien nous aurons peut-être nous aussi nos propres mouvements de population. Et bien évidemment, tout cela va nous engager et engager les services de l'État à trouver des solutions. Mais j'ai entendu il n'y a pas longtemps le préfet, et quand il en parlait, il parlait de première couronne, deuxième couronne. Ça veut donc dire qu'on a bien conscience qu'à un moment donné, compte tenu de l'évolution du climat, il y aura peut-être des choses que nous ne pourrons pas faire, ou en tout cas on n'aura peut-être pas les moyens de tout faire. C'est un vrai sujet quand même sur l'évolution de notre territoire. Béthune, vous l'aurez vu quand même, n'est pas concerné directement, sauf que si on regarde bien un peu le fonctionnement du grand cycle de l'eau, quand il pleut chez nous, ça repasse par la lave, in fine, ça part au canal et ça part à la mer. Si on ne peut plus évacuer la mer, on aura plus d'eau aussi chez nous. Voilà, je vous le dis parce que tout à l'heure, j'en ferai un peu écho. Donc c'est un vrai sujet aussi pour nous, et il faut qu'on le regarde dans la coopération. Qu'est-ce qu'on a vu aussi comme évolution récente et qui impacte forcément le développement ou le renouvellement de nos communes, et puis surtout qui nous engage dans la transition de nos territoires, c'est le retour à la proximité. Notre ville, elle a une histoire, c'est une vraie force pour nous. Alors souvent on démarre l'histoire de Béthune en 1188, c'est la date de la création de la confrérie des charitables. On pourrait monter un peu plus en avant en 500 avec Saint Va quand il est venu évangéliser nos territoires. C'est surtout que cette ville a été une ville marchande, une ville de passage. Elle est une ville avec un passé médiéval, elle a une histoire. Et dans nos villes, où on commerçait beaucoup, on avait nos places, cette ville, elle avait donc quelques caractéristiques, elle était très proche, elle concentrait les fonctions, les usages, et donc elle était l'exutoire pour la production agricole autour. Cette ville marchande, commerçante, progressivement, il a vu arriver les chevaux, les charrettes, les gens se déplaçaient à pied, puis progressivement, on a vu arriver les premiers véhicules qui se baladaient au milieu des chevaux et des charrettes, et puis après on a vu quelques charrettes se balader au milieu des voitures. Ce que je veux vous dire, c'est que cette ville aujourd'hui, elle s'est développée aussi, et elle a changé de visage, grâce à la voiture, peu importe. C'est une réalité en tout cas, puisque progressivement nous avons aménagé, après la fin des chevaux et des charrettes, on a aménagé nos villes autour de la voiture pour laisser une place aux piétons, et c'est comme ça que progressivement nous avons aménagé nos communes. Cette même voiture a permis d'aller habiter plus loin, elle a permis l'étalement urbain, et en étalant l'urbain, on a surtout dilué les fonctionnalités. Concrètement, les médecins qui étaient en centre-ville sont allés en périphérie, les commerces qui étaient en centre-ville sont allés sur les ronds-points. Et c'est comme ça que progressivement, quand vous regardez et vous comparez les cartes entre l'évolution du nombre d'habitants et l'évolution des surfaces, souvent agricoles, consommées pour urbaniser, vous voyez l'effet complètement décorrélé. Pour dire les choses, on a beaucoup plus urbanisé qu'on a apporté de population. Et c'est un peu ça qui a affaibli les villes moyennes dont Béthune à une époque, où on a vu partir notamment beaucoup d'habitants sur l'extérieur qui souhaitaient devenir propriétaires. Autour de Béthune, vous avez 60% de propriétaires pour 40% de locataires. À Béthune, vous avez 40% de propriétaires et 60% de locataires. Donc vous voyez bien qu'il y a un effet inverse. Donc des gens sont sortis, souvent pour acheter, pour des raisons aussi qu'on peut comprendre dans le périurbain d'équilibre, pour souvent acheter le jardin. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je regardais une étude il y a quelques jours qui démontrait que en 2014, sur toutes les terres qui avaient été urbanisées, artificialisées, 40%, 48%, donc à peu près 50%, la moitié, c'était pour faire des routes. 20%, c'était pour les bâtiments, maisons et autres. Et 30%, c'était pour les jardins. Donc, ils considéraient que le jardin qui rentrait dans la propriété était urbanisé, artificialisé. Mais en tout cas, vous voyez que les gens sortent aussi pour avoir des espaces verts. Je le dis là parce que c'est important. Si on veut relever le défi de la population, il faut qu'on puisse apporter aussi, nous, des services. Et le rapport à la nature est très important et très demandé. Donc voilà, l'histoire étant un éternel recommencement, aujourd'hui, notre objectif, c'est de refaire la ville de la proximité, la ville du quart d'heure. Ça, c'est le concept qui a été lancé par l'urbaniste Carlos Moreno.
il a peut-être revu et repensé un peu son fonctionnement. En tout cas, nous aujourd'hui, on est persuadés qu'on a une identité forte dans cette ville qui est constituée de ces 6 quartiers et que c'est cette proximité qui est aujourd'hui attendue. Ça veut donc dire que dans la ville du quart d'heure, en termes de mobilité qui va être l'un des enjeux majeurs, il n'y a plus que le véhicule ou le transport motorisé, il y a aussi les modes doux et il y a surtout le piéton, la proximité, ce qu'on peut faire vraiment en très grande proximité en sortant de chez soi. Les réformes territoriales, on en a parlé tout à l'heure, et puis ce qui a changé aussi en quelques années, et c'est devenu quelque chose de prégnant, nous sommes tous devenus finalement des gestionnaires de risques. Quand je dis nous, les élus locaux, canicule, sécheresse, pandémie, tempête, inondation. On en vit quand même des choses. On peut parler des pandémies Covid, bien sûr. Alors dans le passé aussi, je vous ai dit qu'il y a eu la peste en 1988 quand on a créé la confrérie. Mais ceci étant, à aujourd'hui, ça ne fait que se succéder. Et notre ambition à nous, c'est d'anticiper ces crises et d'essayer justement de les maîtriser. Alors dans un contexte réglementaire qui est donné, dans une évolution attendue de l'histoire de la ville et des villes moyennes en particulier, arrivent ces fameux défis qu'on voudrait partager collectivement pour les habitants de Béthune. Le premier défi, c'est celui de la population. Et vous le verrez tout à l'heure, nous avons aujourd'hui la faiblesse de penser que la population va croître. Après avoir vu les populations des villes moyennes diminuer par l'étalement urbain dont je vous parlais tout à l'heure, Béthune ayant, je pense, touché le fond de la courbe, je crois qu'il n'y a plus de décroissance. On a un marché immobilier qui fonctionne bien, plus de 600 ventes dans l'ancien l'année dernière, on a des programmes nouveaux qui apparaissent. Et aussi, nous avons, pour la partie commerce, partie immobilière du commerce, on a eu 30 nouveaux commerces l'année dernière. Donc on voit que, notamment nous concernant, peut et veut arriver une nouvelle population. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de turnover au sein de nos habitants. Quand on regarde notamment sur le quartier du Mont-Liébaud, le turnover au sein du logement social, c'est 15 à 17% par an. Arrondissez à 20%, on pourrait considérer que tous les 5 ans, nous avons une nouvelle population dans le quartier. C'est comme ça qu'il faut l'appréhender, mais quand je vous parle du défi de la population, je vous parle surtout de notre capacité demain à accueillir de nouvelles populations. Et on pense qu'à un horizon de 10 ans, l'hypothèse de travail, c'est 10% de population en plus à Béthune, c'est-à-dire grosso modo 2500 habitants en plus. Lié à quoi? L'attractivité renforcée, mais aussi lié, je vous ai parlé de ces mouvements peut-être migratoires dans le Pas-de-Calais, et surtout l'attractivité retrouvée. Ça veut donc dire que si on se lance ce défi-là, tout à l'heure vous le verrez, il faut qu'on soit capable de construire des logements, il faut qu'on soit capable d'offrir les services de base attendus, gestion des déchets, accès à l'énergie, accès à l'eau potable, et puis on le verra après, l'accès à la santé, notamment santé publique, un certain nombre donc de compétences qui sont attendues de service par les populations. Donc défi numéro 1, c'est le défi de la population, le défi de l'accueil, le défi de la cohésion sociale, et puis le défi alimentaire qui va suivre aussi tout cela parce que, vous le savez, dans notre monde, on va être vite à 10 milliards de bouches qu'il faudra nourrir. Il va falloir donc être très astucieux et trouver des solutions, notamment sur l'alimentaire. Il n'y a pas que l'alimentation et les protéines animales, il y aura aussi à regarder comment on pourra maintenant travailler plus vers les protéines végétales. Deuxième défi, c'est le défi de la préservation des ressources. À quoi je pense précisément? L'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, nos enfants pensent qu'il suffit de se lever et tourner le robinet pour qu'il y ait de l'eau. Ça marche comme ça aujourd'hui. Dans 10 ans, je ne le sais pas. Est-ce qu'on sera rationné en journée? Est-ce qu'on aura des conflits d'usage et qu'on devra fermer les robinets de la maison pour alimenter l'usine qui est à côté? Il y a un vrai sujet qui doit se poser et c'est comme ça qu'il faudra l'aborder à la ville et avec bien sûr l'agglomération qui gère la compétence pour nous. Mais l'accès à l'eau potable, pour moi, ça fait partie des sujets majeurs quand on parle de préservation des ressources. Mais les ressources, ce sont aussi les ressources naturelles. C'est l'énergie et c'est donc la biodiversité. Quand je parlais tout à l'heure de l'étalement urbain, ça a beaucoup aussi contrarié les écosystèmes et bien évidemment la biodiversité est en grand danger aujourd'hui. Ça fait partie de toutes ces choses qu'il faut laisser à nos enfants, me semble-t-il. Troisième défi, c'est celui de la santé publique. Alors on va penser tout de suite à l'accès aux médecins. Oui, c'est vrai, actuellement, au moment où on se parle à très court terme, on ne trouve pas de médecin référent. Quand des Béthunois arrivent à Béthune, ils ne trouvent pas de médecin. Ça pose donc la question, à très court terme, comment peut-on trouver des solutions?
télémédecine, télécabine numérique, est-ce qu'on peut salarier des médecins? Tout ça, on est en train de regarder avec la commune et l'agglomération. Mais plus largement, c'est comment on va pouvoir lutter contre toutes les formes de pollution. La pollution du bruit, la pollution, j'entends la qualité de l'air, ce sont des enjeux majeurs et nous aurons à inscrire des documents réglementaires rapidement, puisque nous sommes concernés notamment, vu la taille de la commune, par des réglementations en matière de lutte contre le bruit. Et pour 2025, dans le cadre de la loi de l'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous devons mettre en place un plan et déterminer une zone à faible émission. C'est donc dire que clairement, nous devrons, peut-être potentiellement, diminuer les vitesses des véhicules ou diminuer le nombre de véhicules dans la commune. C'est pas rien, cette réglementation. C'est vraiment... J'ai commencé à regarder comment ça se passait ailleurs, c'est vraiment très disruptif. Donc, le défi de la santé publique, mais en même temps, les habitants nous demandent d'être présents. Je rappelle que nous avons quand même des chiffres qui ne font pas rougir, et ce sont par contre des chiffres rouges, qui sont ceux des indicateurs de santé dans le territoire. Notamment, vous savez que les taux de mortalité sont importants, l'espérance de vie est plus faible chez nous qu'ailleurs en France, et surtout que nous sommes dans le top, je crois, 5 ou 10 du nombre de cancers des voies aérodigestives. Donc, on voit bien qu'il y a quand même du travail sur ces sujets-là. Et forcément de l'attente. Le défi de l'adaptation au réchauffement climatique, je vous l'ai dit, on ne va pas aller beaucoup plus loin, ça sera la gestion de l'hydraulique. La lutte contre les inondations, bien évidemment, l'érosion de nos terres, le ruissellement, tout cela, ce sont des sujets qui sont très structurants. Alors, on se dit, ben oui, mais tant que je n'ai pas d'eau dans mon jardin, dans ma maison, ça va. Oui, mais le ruissellement et justement l'érosion des terres, c'est la qualité des terres agricoles demain et donc la qualité de la production pour manger, ce sont les rendements. Et puis, c'est aussi cette capacité à reconstituer nos nappes phréatiques. Et donc, bien évidemment, nous sommes concernés, même qu'on habite en appartement. Ce sont des sujets qui vont nous toucher. 5e défi, c'est le défi de la lutte contre la précarité, contre le déclassement et toutes les formes de fractures, qu'elles soient numériques, territoriales. Je crois que c'est un enjeu majeur. Quand je discute avec des jeunes, on me dit « Ah, ils ne font pas de politique, les jeunes ». Mais ils sont très politisés. Ils vous parlent de l'environnement, de l'écologie, et ils vous parlent de la pauvreté. Et c'est ça aussi qui est en train d'évoluer, c'est que le modèle dans lequel on est en train de rentrer, c'est plus un modèle forcément et uniquement celui de la propriété privée, celui de l'accumulation de richesses. On est aujourd'hui sur le partage, sur l'usage, sur les fonctions. Et on voit réapparaître de nouveaux formes d'ailleurs d'habitat. J'en parlais tout à l'heure. Ce sont donc ces enjeux-là sur lesquels il faudra qu'on agisse. Vous verrez les chiffres tout à l'heure sur le territoire, il y a du travail. Fracture numérique, vous connaissez très bien cette définition. C'est comment on peut rendre les outils numériques accessibles à tous et ne pas exclure une partie de la population. On parle souvent d'électronisme aussi. Et puis la fracture territoriale, c'est comment on est en capacité aujourd'hui de nous marier avec des dynamiques importantes, notamment métropolitaines. Je pense à la métropole européenne de Lille, avec son gros moteur économique, comment on peut s'attacher à ces dynamiques-là et comment, du coup, nous pouvons éviter cette France des Gilets jaunes où, en tout cas dans son démarrage, ce que j'avais cru comprendre du message, c'est qu'il y avait une vraie souffrance à se dire nous sommes classe moyenne, nous sommes allés en périphérie, nous sommes obligés de prendre la voiture, nous avons été conduits peut-être par la voiture aussi dans cet étalement, et avec une montée des prix qu'on ne sait plus tenir, on se retrouve à plus boucler les fins de mois alors qu'on travaille. Ce message, on l'avait beaucoup entendu à cette époque-là. Et le deuxième message qui était arrivé aussi, c'est de dire, dans cette France qui n'est pas celle des grandes métropoles, on est abandonné. On nous enlève les TGV, on nous enlève les hôpitaux et les moyens des hôpitaux, on nous enlève le service public. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Nous avons aussi, nous fait le constat à notre époque, nous avons aussi dit ces choses-là et on s'est aussi battu pour maintenir le service public. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on veut inscrire notre projet de ville pour aller à l'encontre de ces fractures potentielles ou existantes qu'il faudrait aujourd'hui réduire. Et puis le défi de l'attractivité, c'est le défi économique et social. C'est comment attirer de nouvelles populations, comment nous développer, nous réinventer, sans effet taille recherché particulièrement, mais comment donc rejeter un regard sur nous. Vous savez, ce n'est pas un sujet anodin. Quand je discute, on parlait de la médecine tout à l'heure, et on me disait, et je disais tout à l'heure, il manque de médecins. Où s'installe-t-il ?
les jeunes médecins formés. Quand nous avons un hôpital public avec un beau plateau technique, comment faisons-nous pour attirer des praticiens? Eh bien, si on n'a pas un cadre de vie, si on n'a pas cette capacité à montrer qu'on peut se construire une vie sur notre territoire, eh bien, on a du mal à trouver des recrutements. Et c'est vrai aussi dans beaucoup de domaines industriels. Je discutais avec le chef d'entreprise, le dirigeant de Aperam, qui est à Iceberg. Ils ont le centre de recherche monde d'Aperam ici à Iceberg, 70 personnes de mémoire. C'est un vrai sujet que de pouvoir aller chercher ces jeunes travailleurs, souvent, mais pas que, et de les garder sur le territoire pour se projeter et pour qu'ils puissent faire vie chez nous. Voilà donc les 6 défis sur lesquels on s'est engagé. Ils sont mondiaux, mais on y trouve aussi notre place dedans, puisque bien évidemment Béthune est au sein de ces grands défis. Et donc ça, on l'avait identifié dès 2014, au moment où on est arrivé avec l'équipe. On s'était dit, allez, un peu de visibilité, on va se mettre un cap 2020. Et dans ce cap 2020, on s'est dit qu'il fallait vite se doter d'une tactique, d'une stratégie, pour pouvoir donc relever le défi principal qui était celui de l'attractivité à l'époque. La ville était, je vais le dire ainsi, en panne, avec des friches, peu visibles, pas de projet. On sortait de beaucoup de guéguerres politiciennes et donc, bien évidemment, vous perdiez des habitants, vous perdiez des investisseurs. Il n'y avait pas de dynamique collective. Depuis, autour du projet qu'on a appelé Smart City, avec cette promesse, cette baseline de dire on va faire de Béthune une ville durable, innovante et collaborative, nous avons écrit première feuille de route que nous avons retravaillée, partagée avec les habitants à travers un exercice de démocratie participative qui, de mon point de vue, a été osé mais réussi et qui nous a permis, à travers ces Smart Days dont je parlais à l'instant, de voter au conseil municipal. C'était donc en décembre 2018. Nous avons voté donc une vision de la ville à 2030. Bien évidemment, cette vision à 2030 que notre majorité a portée, elle a été reprise en grande partie dans le programme électoral des élections municipales de 2020. Il n'y avait pas, nous étions dans la continuité, il n'y avait pas réinventé ce que nous avions déjà écrit. Peut-être l'avons-nous un peu plus accéléré, un peu plus traduit. Et aujourd'hui, nous avons à mettre nos engagements par écrit. Et c'est la raison pour laquelle, du cap 2030 ou du projet de ville à 2030, on vous propose de l'écrire à 2032. Pourquoi 2032 ? Ça fait 10 ans, pile poil avec aujourd'hui, peut-être. C'est surtout que ça nous laisse le temps de finir ce mandat-ci jusqu'en 2026 et de rajouter un autre mandat jusqu'en 2032. Parce que ce travail que nous sommes en train de faire là, et qu'on va présenter dans quelques instants dans le détail, c'est d'inscrire durablement nos politiques publiques, montrer le sens qu'on veut donner à l'action, avec un volet spécifiquement que nous n'avions pas écrit à l'époque, qui est celui lié à l'aménagement de la ville. Et donc, c'est le regard que nous pourrons porter sur la ville en 2032, avec tout un travail précis sur le calendrier et sur les finances, raison pour laquelle, sur l'ensemble des projets que je vous présenterai tout à l'heure, vous n'aurez pas tout de suite les dates. Nous avons encore besoin de 2 ou 3 mois, et donc Pierre-Emmanuel Gibson, notre premier adjoint, au moment du débat d'orientation budgétaire au mois de mars, présentera les aspects financiers, et nous serons en capacité, j'espère à ce moment-là, de donner les dates précises, ou en tout cas les objectifs attendus de sortie de ces projets. Voilà pourquoi donc on s'engage sur cette feuille de route 2032 et où on va nous aussi accélérer les transformations de la ville. On garde bien sûr la même philosophie. Je vous ai déjà dit 2 fois le slogan de la ville, je pense que vous commencez à le connaître. Alors Smart City, on nous avait dit mais pourquoi Smart City? C'est la ville des intelligences, la ville qui lutte contre toute forme de gaspillage, qu'il soit humain, financier ou au niveau de nos ressources en tant que telles, y compris naturelles. C'était ça l'objectif, et donc de dire qu'il faut qu'on réexiste aux yeux des décideurs économiques et politiques de la région, il faut qu'on réexiste au sein de notre territoire, qu'on prenne notre rôle de locomotive pour le territoire, et donc les 2 axes stratégiques qui avaient été proposés, c'était l'amélioration du cadre de vie et le développement économique, entendez, et social. Pour classer tout cela, nous avons utilisé 7 piliers, ce sont les 7 piliers de la Smart City, et vous aurez compris peut-être maintenant pourquoi il y avait une couleur par lettre dans Béthune, puisque chacune des couleurs que vous retrouvez dans les lettres du mot Béthune correspondent à une couleur d'un des piliers
qu'on va vous présenter tout à l'heure. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce projet s'inscrit de manière transpartisane, mais à travers des valeurs humanistes qui sont l'ADN de notre commune. J'ai pas la proximité, bien évidemment, la responsabilité et la solidarité. C'est comme ça qu'on a exprimé notre engagement avec la population. On peut dire qu'on essaye, humblement et modestement, d'écrire un nouveau modèle sociétal, loin des grandes visions mondialistes des métropoles. Les métropoles vivent encore dans ces modes de développement. Nous, aujourd'hui, on n'est plus sur une économie du bien-être. Je pense qu'on a là aussi pas forcément les mêmes développements. Et surtout, on essaye d'avoir une autre méthode. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Une méthode décentralisée, la méthode des Girondins, pas forcément celle des Jacobins, qui vise à avoir un État qui donne un cadre, mais surtout une capacité locale à inventer, créer, partager et assumer forcément les choix. C'est ce qu'on a présenté d'ailleurs à Madame la Ministre quand elle était venue la semaine dernière. Elle a trouvé ça très passionnant et surtout elle a trouvé aussi très intéressant notre capacité à articuler l'ensemble des acteurs du service public du territoire. J'ai parlé de la ville, mais j'ai parlé aussi de l'agglomération et je ne veux surtout pas oublier aussi le CIVOM, certainement une particularité, une singularité pour nous, mais c'est bien l'articulation de ces trois outils qui nous permet aujourd'hui d'être présents au quotidien à côté de nos habitants. Alors très rapidement, je voudrais regarder maintenant, pilier par pilier, ce qui va nous être proposé. Vous trouverez à chaque fois quelques éléments de contexte, les enjeux qu'on a pu en retirer, et puis quelques actions, objectifs que nous souhaitons inscrire pour 2032. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, on parlait du défi de la population, on pense travailler sur une hypothèse, on ne dit pas qu'on cherche plus de 10% d'habitants, mais on se prépare à avoir une demande supplémentaire à hauteur de 10%, c'est à peu près 2500 habitants. Et donc d'ici 2032, c'est à peu près 1350 logements que nous aurons à construire. À ce stade-là, on ne parle pas des typologies, mais on peut imaginer quand même qu'il y aura dans ces nouveaux logements, bien sûr, des réglementations thermiques, des énergies décarbonées, mais aussi peut-être des espaces type espace de télétravail, peut-être des espaces communs partagés, des toits terrasses, des rooftops, peut-être même des cities au-dessus de certains immeubles collectifs. C'est comme ça qu'il faut envisager les choses. Ça veut donc dire que dans nos propres débats d'aménagement et dans les permis de construire qu'on va délivrer, rappelez-vous, il y a quelques années, nous avions eu ce débat en disant R+2, c'est bien Béthune, ou +3, mais il ne faut pas aller trop haut et trop dans la densité. Peut-être que sur une partie de la ville, il faudra peut-être là aller un peu plus loin en termes de densité pour justement garder des espaces verts à côté et offrir donc des solutions peut-être plus adaptées au contexte qu'on rencontre aujourd'hui. Donc ce débat, il aura lieu forcément dans la réécriture du plan local d'urbanisme intercommunal. C'est un sujet qu'il faudra que nous puissions défendre. On va essayer de développer aussi les espaces verts sur la commune. L'engagement pour nous, c'est d'arriver à peu près à 10 mètres carrés d'espace vert par habitant d'ici 2032. C'est-à-dire que, grosso modo, nous puissions garder en nature à peu près un quart de la surface de la commune en tant que telle. Y compris, dans cette proposition, les jardins, les espaces verts privés, bien évidemment. Alors, pour les objectifs, pour le reste, vous l'avez compris, Béthune, ville verte et bleue, donc les trames vertes, les trames bleues, la biodiversité, j'en ai parlé tout à l'heure. L'attractivité, ça passera par le renouvellement de nos espaces publics également, soignés, surtout en capacité de pouvoir amener des animations et permettre la cohésion sociale à travers ces espaces publics. Et puis la transition énergétique, c'est aussi le pouvoir d'achat. Vous voyez, au moment où l'énergie augmente, notre projet de réseau urbain de chaleur et donc l'usage du gaz de mine, non seulement a permis pour les habitants du Mont-Liébaud qui sont connectés sur cette énergie-là de diminuer un peu le prix des charges, mais en plus le prix est garanti pendant 20 ans. Donc nous avons la faiblesse de penser qu'il faut accélérer ce genre d'énergie pour garder la maîtrise des prix et garder surtout la maîtrise du pouvoir d'achat pour nos habitants. Voilà donc ce qui sera proposé globalement ici, et surtout un vrai sujet sur les déchets. Notre objectif, c'est de diminuer de 15% les déchets donc à horizon donc 2032. Aujourd'hui, c'est à peu près 550 kg de déchets
qui sont produits par les habitants sur l'agglomération. Dès 2022, nous aurons un retravail sur les modes de collecte, puisque nous allons avoir aussi à mieux trier nos plastiques. La loi arrivant aussi, on va pouvoir aujourd'hui et devoir trier un peu plus les plastiques. Retenez que les emballages alimentaires notamment, on parle toujours des emballages de tranches de jambon et autres, tout cela aujourd'hui, tout ce qui n'était pas triable va pouvoir être trié. C'est à peu près 30% en plus des sacs jaunes, l'augmentation des sacs jaunes auxquels on s'attend aujourd'hui. Donc ça sera évoqué avec les habitants dès cette année. Mais avant de mieux trier et mieux collecter, il faut surtout diminuer les déchets. Ça veut donc dire qu'on va aussi travailler sur des composts urbains, des composts collectifs. On va travailler aussi avec les commerçants pour travailler le vrac, pour essayer de réduire à la source les déchets, notamment les cartons. Sur la mobilité et le transport, ça va être l'axe peut-être majeur, ou en tout cas le point de départ de la méthode, où on met la voiture, où on met les parkings relais, où nous organisons finalement les mobilités et comment on relie les quartiers. Ça, c'est le sujet de l'année 2022. Le bureau d'études a été retenu et on va aller assez rapidement vers les habitants maintenant pour présenter ce projet de ville, bien évidemment, mais aussi pour leur demander comment ils veulent se déplacer dans la ville et à l'extérieur de la ville, comment ils peuvent se connecter pour aller jusqu'à leur travail ou aller en balade ailleurs. Ce qu'on veut surtout, c'est offrir une solution de mobilité pour tout le monde. Bien sûr, le plus possible, une solution collective décarbonée, évidemment. Mais vous voyez qu'on a aussi une partie de nos habitants qui aujourd'hui n'ont pas de moyen de transport tout court. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse agir et leur trouver des solutions. Ça veut donc dire qu'on va travailler aussi sur des aménagements certainement urbains, développer de nouveaux services innovants. Biker, par exemple, l'expérimentation du vélo en libre service, ça en fait partie. Et puis, nous avons aussi une réflexion dans cette mobilité pour les vélos et trottinettes, la place pour chacun, une place pour chacun. Mais il y a aussi les piétons. On oublie souvent les piétons, on oublie souvent les personnes à mobilité réduite. Donc, si on veut aller jusqu'à cette notion de ville inclusive, eh bien, il faudra regarder comment retravailler aussi le plan de circulation pour nous permettre de regagner un peu d'espace public sur peut-être les voiries notamment. Il y a des endroits, si vous regardez bien, les trottoirs sont petits et vous savez qu'en plus on doit entamer un plan de reconquête de ces trottoirs. Ils sont parfois abîmés. Il faut donc aller parfois sur la route. Et donc si on veut demain y mettre des pistes vélos sécurisées, si on veut élargir un peu les trottoirs, les rénover, permettre le passage des fauteuils roulants, des poussettes, des landaux, et donc tout simplement retrouver un peu de plaisir à marcher, eh bien il faudra être courageux et certainement changer également le plan de circulation de la ville, qui est un plan qui a été écrit dans les années 70, je crois qu'il date de 1972 de mémoire. On peut le dire, il est du siècle précédent, et il mérite certainement d'être revu, sachant qu'en plus, on a souvent changé quelques rues de sens au passage, sans pour autant avoir réglé l'ensemble du problème. Et l'idée pour nous est bien évidemment aujourd'hui de ne plus changer les rues ou le plan de circulation rue par rue, mais d'avoir cette approche systémique globale. Parce que quand vous changez une rue de sens, ça a des effets sur l'ensemble du quartier, si je puis m'exprimer ainsi, puisque c'est comme ça que ça se passe. Voilà ce qu'on veut faire en tant que tel. Je vous ai parlé tout à l'heure de la connexion vers les grands axes, vers Paris ou vers Lille. Oui, ça, on reste rattaché. Donc c'est bien sûr le TGV, c'est l'offre de services publics. Et puis les offres de désenclavement, de connexion vers la métropole européenne de Lille. Ça, on regardera. Un axe fort aussi, c'est l'éducation et l'emploi. Troisième pilier. Là-dessus, ce qu'on veut, c'est très clairement faire décliner la pauvreté. Et pour casser la figure, si je puis dire comme ça, à la pauvreté, il faut développer la formation, l'autonomie, et il faut lutter contre l'échec scolaire. Aujourd'hui à Béthune, on en parlait tout à l'heure, mais sur notre jeunesse qui est très nombreuse, puisque 39% de la population a moins de 30 ans, nous avons 52% de nos jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je crois de mémoire, à qui me dira le contraire si je me trompe dans les chiffres, on a à peu près donc 2000 jeunes qui aujourd'hui sont abîmés, fragilisés, dont 1000 qui vraiment sont en grande difficulté. Et quand on regarde bien, l'explication principale, c'est l'échec scolaire. Alors après, on pourrait me dire que l'échec scolaire, c'est lié aussi à des conditions familiales, à un contexte. Oui, mais c'est l'échec scolaire.
Comment donc essayer de renouer avec ces jeunes, les remettre dans des voies d'insertion, donc formation, pour pouvoir répondre aussi aux attentes des entreprises. Je parlais tout à l'heure de l'activité industrielle du secteur et l'écologie industrielle qui se développe. Aujourd'hui, on a besoin d'aller rechercher ces jeunes pour les remettre dans des parcours d'insertion. Et donc, autant on a besoin de ces enjeux de seconde réussite, autant on a aussi besoin de développer les niveaux de formation chez nous. Et on est en train de travailler notamment sur une école d'ingénieurs, sur l'industrie du futur. Nous avons des universités, nous avons des pôles d'excellence et de recherche. On a vraiment de quoi faire à Béthune. On a 4000 étudiants sur notre territoire. Et ça, c'est une force pour nous et pour l'entreprise du territoire. Voilà grosso modo comment on veut travailler. Nous avons bien sûr, nous allons développer aussi les partenariats avec la Chambre des métiers, avec laquelle on envisage de renforcer les programmes de formation. Et pour dire les choses, on a même un projet d'installation ou de réimplantation de la Chambre des métiers à très court terme sur la zone de l'écoquartier de l'horlogerie, avec donc déploiement du nombre de formations dispensées. Sur la question de l'alimentation et de la consommation, vous le voyez, on a un peu plus de 500 commerçants aujourd'hui sur Béthune. On a un taux de vacances intéressant puisqu'il est à moins de 10%, il est en dessous de la moyenne nationale. Ceci étant, un commerce, ça reste toujours fragile, il faut être attentif. C'est surtout qu'on voit se développer et on voudrait soutenir aussi l'économie sociale et solidaire. Je vous parlais du changement d'état d'esprit chez nos jeunes, mais c'est aussi vrai dans tous les métiers, chez les commerçants. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, j'en rencontrais un l'autre jour, il me dit « moi je veux gagner ma croûte ». Il m'a pas dit qu'il voulait gagner de l'argent, il voulait gagner de quoi vivre en fait. Ça veut donc dire qu'ils sont prêts à tester des modèles économiques, à aller sur des offres, sur des services qui ne sont peut-être pas aujourd'hui des services très rémunérateurs, mais pour autant, ça leur permet de se réaliser. Et donc là, bien évidemment, on pourra continuer à les soutenir, notamment dans tout ce qui va toucher l'alimentaire au circuit court. Avec l'agglomération, on va développer l'académie de l'entrepreneuriat pour sensibiliser aussi bon nombre de jeunes à l'entreprise. C'est vrai qu'il y a encore quelques temps, dans l'idéologie parfois de notre territoire, on pensait qu'être patron, c'était forcément être sans cœur et gagner beaucoup d'argent. Non, ça ne se passe pas vraiment comme ça en réalité. Les patrons du CAC 40 ne vivent pas à Béthune. Voilà. Pour autant, ils ont peut-être d'ailleurs du cœur. Mais je pense qu'on a besoin de dépasser cette image, ce cliché, pour nous mettre dans la réussite. Voilà. Et donc, être son propre patron, je pense que c'est aussi une forme de réalisation personnelle et une capacité donc à mettre en œuvre ses projets et ses rêves. Et donc, on va essayer d'aider un maximum de ces gens qui veulent aujourd'hui s'installer sur notre territoire et à Béthune, bien évidemment, en particulier. Ça sera donc soutenir les animations commerciales, réfléchir et conforter les principaux axes commerciaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre des commerces encore partout ? Oui, on peut, mais on peut surtout les thématiser et les renforcer. C'est ce qu'on est en train de travailler. Nous avons d'ailleurs créé un observatoire du commerce qui vise justement à regarder quel type de services et de commerce il manque sur la ville et comment donc nous pourrions orienter l'installation de nouveaux commerces sur ces thématiques en particulier. Alors, je ne vous lis pas tout parce que vous allez l'avoir, hein, mais je vous donne quelques axes forts, bien évidemment. Sur le loisir et la culture, comment protéger et valoriser le patrimoine, comment mettre en récit notre histoire, comment développer le tourisme, pas que d'affaires, mais aussi le tourisme historique. Vous savez que sur notre territoire, et Béthune là, travaille sur quelques axes, notamment sur l'Eurovéloroute 5. Nous sommes en train de réfléchir aussi sur la façon dont on pourrait conforter la maison des charitables dès 2022. Des travaux vont être réalisés, cette confrérie. L'église Saint-Va. Donc on a un patrimoine à entretenir, à révéler et surtout à mettre en réseau pour pouvoir donc attirer de nouveaux chalands, les amener à la flânerie dans Béthune, peut-être de nouveaux habitants, et surtout allonger les temps de séjour. L'important pour nous étant peut-être de les garder chez nous une nuit ou deux. On a de l'hôtellerie aussi, l'hôtel Ibis qui vient d'ouvrir en plus, pour qu'ils puissent de Béthune aller à Lille, aller au Louvre-Lens, aller sur la côte, mais donc d'essayer de renforcer l'économie résidentielle. Donc la culture, levier économique, levier de fierté, d'émotion pour nous, levier de conduite du changement, et puis culture, éducation populaire. Tout à l'heure j'en ai parlé, c'est très important aujourd'hui de transmettre. J'ai parlé des plus jeunes bien évidemment, mais à tout âge on apprend. Mais on a besoin aujourd'hui que collectivement nous puissions apporter
des réflexes, de l'éveil. Et la culture nous aide à nourrir nos enfants quand ils se construisent. Et notamment sur la période la plus jeune, vous verrez qu'on en parlera dans quelques semaines. On va renforcer le programme de réussite éducative. On espère être labellisé Cité éducative. Et pour tout vous dire, c'est que le programme très important que nous déployons auprès des maternelles et des primaires, bien sûr avec l'éducation nationale, on va aller jusqu'au collège, continuer le chemin et nos accompagnements au collège et au lycée. C'est comme ça qu'on veut aller jusqu'au bout de la démarche. Voilà, donc on remercie bien évidemment l'ensemble du tissu associatif de la ville. C'est une grande chance pour nous de les avoir. Et on aura donc à renforcer nos équipements. Actuellement, des travaux sont faits sur la piscine. Mais on aura aussi à renforcer théâtre, médiathèque, notamment dans les MU, sur les usages. Maryse y travaille. Comment on peut les transformer en tiers-lieux. Voilà, donc comment agrémenter, ambiancer la ville. Là, cette fois-ci, pas seulement dans ces espaces publics, mais aussi par la pratique culturelle au quotidien. Santé bien-être, je ne serai pas très long parce que j'ai déjà dit l'essentiel tout à l'heure. Ce qui est important pour nous, c'est d'accompagner aussi le bien vieillir, parce que si je parlais de nouvelles populations, très clairement, il y a aussi nos aînés, et on a aujourd'hui 3 résidences seniors qui vont être créées sur Béthune, une qui est livrée, une dont les travaux vont démarrer, et une dernière dont le permis a été déposé et purgé sur l'écoquartier de l'horlogerie et qui devrait nous permettre là aussi d'avoir une offre complémentaire. Donc développer de l'offre de santé, faire de la prévention, vous l'aurez compris, avoir des offres de logement et des services adaptés, ça sera l'enjeu pour nous. Et puis soutenir le sport santé, la marche nordique par exemple, pas simplement le marathon, pour agrémenter le tout. Dernier pilier, l'entraide et la solidarité. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des Béthunois qui sont en difficulté, en fragilité. Des accidents de vie, ça arrive à tout le monde. Donc nous sommes très respectueux de cela. Et notre but à nous, c'est d'être présents au bon moment, d'aider les gens à ne pas tomber, d'être de ce filet qui empêche les gens de tomber jusqu'en bas et de se faire trop mal, pour pouvoir au contraire, après, les remettre en selle. Mais c'est aussi lutter contre l'isolement. Je parlais de nos seniors. Nous avons aujourd'hui 750 Béthunois qui ont plus de 80 ans et qui vivent seuls à Béthune. Et d'ailleurs, les dernières opérations qu'on a pu mener, en allant déposer le colis, en allant rencontrer par des visites de courtoisie ces gens qui étaient demandeurs, on n'a que des échos positifs. Voilà, donc à ce titre-là, depuis 1 an maintenant, nous travaillons sur le nouveau projet du CCAS. Et donc on aura cette année, au sein du CCAS, à décliner ce projet qui vise à l'autonomie. Notamment, nous avons recruté des travailleurs sociaux supplémentaires. Donc, aider, secourir, oui, mais pas que, en résumé. L'urgence, c'est donner un toit à manger, à boire. Et ensuite, c'est de construire, de comprendre et de construire les parcours de retour, finalement, à une vie digne. C'est ce qui nous touche en particulier. Voilà pour les 7 piliers rapidement brossés. Vous aurez le temps de regarder, bien sûr, tout cela dans le détail. C'était déjà vu en commission. Quelques chiffres ont peut-être été actualisés. Mais en tout cas, sur les contextes, les enjeux et nos objectifs, rien n'a été modifié, bien évidemment. Pour le volet aménagement urbain, et peut-être que je peux demander au service de vous diffuser la carte des principaux chantiers, ou en tout cas projets, qui vont changer, je dis le regard, mais aussi la ville. Le regard sur la ville et la ville en tant que telle. Voilà, donc nous aurons une stratégie en 2 temps, à 2 niveaux. Le premier, ce sont des grands projets structurants portés par la commune. Et puis, il y aura bien évidemment à intégrer de nouveaux principes à chaque fois qu'on aura une intervention à faire sur les espaces publics. Donc, cette vision de ville durable,
ce qu'on appelle l'aménagement quotidien. Et on va surtout se dire deux choses. Que, un, il nous faut de l'inclusion. Et donc, on va travailler tous les aménagements qui seront tournés de manière inclusive. Et puis, pour embellir, garder une cohérence, on mettra assez rapidement en place une charte d'aménagement d'espace public pour garantir cette harmonisation et qualité urbaine. Je parlais du dessin de la ville. Donc, ce sont les grands principes, le règlement de voirie, les couleurs, le type de matériaux, la signalétique, par exemple. Et puis, là aussi, on en a parlé avec des nouveaux habitants qui sont là ce soir, que je salue, des couleurs, notamment sur le fleurissement, ces identités qu'on peut faire aussi à partir de la nature. Alors, ça va traduire comment? L'aménagement du quotidien, c'est un peu ça. Vous trouvez ça, donc c'est l'avant-dernière page. C'est un peu le fonctionnement d'une ville demain et de notre ville de Béthune de demain. Des cantines qui fonctionneront avec une production et une transformation locale. On est déjà pratiquement abouti. La cuisine centrale nouvelle se construit. C'est 800 à 900 000 repas qui seront dans un avenir fabriqués sur place à destination des EHPAD, à destination des gens qui seront en maintien de domicile, mais aussi de nos écoles pour nos enfants. Donc le goût, la structure, l'éducation alimentaire, tout ça sera fait avec des produits régionaux, avec des produits issus d'agriculture bio et raisonnée. On y est déjà. Les jardins potagers, partagés aussi dans la commune. Vous savez que depuis quelques années, on a engagé un principe simple. Un quartier égale un parc, égale un jardin potager partagé. Donc on va continuer à développer ça dans la commune. Et puis on verra d'autres formes de mobilité. On voit des triporteurs, on voit des vélos, on voit des piétons. C'est donc dire aussi qu'on aura à équiper la ville d'arceaux à vélo, d'abris à vélo. En 2022, on inscrira et on installera des abris collectifs de 2 roues, donc notamment pour les vélos. Et puis ce qu'on appelle les trames vertes, des liaisons douces, arborées, avec des îlots de fraîcheur pour lutter contre le réchauffement. Désimperméabiliser, désartificialiser également notre commune, en commençant par les cours d'école, enlever du bitume qui, avec son effet d'inertie, peut garder la chaleur. Donc c'est tout cela vers quoi on va aller, la construction de forêts urbaines, et puis développer des épiceries de proximité, développer de nouvelles formes d'énergie, les panneaux solaires sur les toits, la récupération de l'eau de pluie, la séparation des réseaux pluviaux et des réseaux d'assainissement, des refuges pour la biodiversité. Bref, vous le voyez, la ville de demain sera beaucoup plus collaborative parce qu'elle sera beaucoup plus verte aussi peut-être. En tout cas, elle demandera et elle nécessitera beaucoup plus d'échanges entre les gens et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Sur les projets structurants par contre, au-delà donc des principes que je viens de présenter, qu'est-ce qu'on veut faire de la ville? Alors d'abord, vous l'aurez compris, on veut lui donner un caractère agréable, différenciant. On veut que ça crée des espaces publics qui favorisent la bonne cohésion sociale. Et surtout, on veut que ce soit une ville qui soit adaptée pour tous, dans le temps, et notamment pour nos enfants. Sur la partie tout en haut, la partie nord, c'est aujourd'hui la zone d'activité industrielle. Elle a une particularité, c'est qu'elle ne s'est jamais mariée avec la ville, en réalité. C'est tellement vrai que les zones d'activité économiques, notamment industrielles, étaient gérées jusqu'en 2017 par les communes, et depuis, elles sont gérées par les intercommunalités. Quand on a commencé à faire le bilan, il est vrai que sur notre zone, il n'y a même pas de trottoir, quand on regarde bien, sur une grande partie de cette zone. Et puis cette zone, elle a vécu un choc industriel avec Bridgestone, il y a maintenant plus d'1 an. Aujourd'hui, au moment où on se parle, cette activité industrielle unique, monoproduit, est en train de se transformer en un plateau industriel tourné vers l'écologie industrielle, entendez avec de l'économie circulaire, des produits recyclables. Et la semaine dernière, une première activité a été réimplantée dans ces locaux-là. C'est l'activité de Black Star, qui est une entreprise française,
appuyé notamment par un partenaire qui est le groupe Noroto, alors Mobivia. Noroto étant une des marques de ce partenaire. Et on a moulé la semaine dernière le premier pneu réchappé, reconditionné. Grosso modo, l'objectif de cette entreprise Backstar, c'est faire du produit premium, du pneu premium à moins 30%. Ce qui est intéressant, c'est que, et Pierre-Manuel est bien au courant, c'est que, puisqu'on va travailler avec l'agglomération sur les déchets, c'est que donc cette usine va recevoir des pneus usagés et va pouvoir en recycler une partie, mais une autre partie va rester à traiter. Aujourd'hui, nous, on cherche l'activité industrielle complémentaire qui va traiter ce qui restera de pneus qui ne seront pas reconditionnés. Donc on est en train de regarder côté énergie, on a aussi aujourd'hui en train de regarder pour l'implantation d'activités industrielles de recyclage chimique des plastiques. Donc cette zone-là va voir globalement ce genre d'activité arriver. On est en phase aussi, j'espère qu'on va conclure, d'implantation d'une entreprise dans l'éco-emballage. Ce qui est sûr, c'est que les activités aujourd'hui se compactent. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup moins de mètres carrés pour faire la même production aujourd'hui, et donc ça va libérer des espaces. Ce que je veux vous dire, c'est que la zone d'activité industrielle va rester bien sûr une zone d'activité, mais qu'elle pourrait aussi potentiellement, se réduire un peu pour nous laisser plus d'espace sur la gare d'eau. Ce poumon vert, on veut le renforcer, le conforter. Dès l'année prochaine, nous ferons des études de phasage qui devront définir le type de programme et d'action à mener sur cette zone-là. Deux choses, bien sûr, les aspects techniques liés à la biodiversité, le renforcement des berges. Il y a d'ailleurs, par certains égards, urgence. Et puis, deuxième partie, c'est l'ambiancement, l'aménagement, sachant que ce qui sera demandé au bureau d'études, avant que ce soit tranché avec les habitants, c'est de préserver ce poumon vert. Et s'il doit y avoir des équipements à construire, de ne pas les construire sur le site, mais en abord du site. Ça pose donc la question, est-ce que la salle des ventes doit encore rester là dans les 10 années à venir? Que va devenir l'usine des cheminées Philippe? Est-ce qu'on peut penser qu'elle va réduire ses activités, les compacter et donc nous laisser de l'espace? Ça veut donc dire également qu'on aura à réfléchir sur l'entrée côté Beaumarais pour accéder à la gare d'eau, là où va démarrer la résidence Domitis de seniors, projet qui a été présenté il y a quelques semaines au conseil municipal. Donc évidemment, d'une activité industrielle pure, elle restera d'activité économique et tertiaire. On peut imaginer que la 2 fois 2 voies du boulevard Kennedy puisse se réduire à 2 fois 1 voie, si on veut apaiser la ville. On peut imaginer aussi que devant Fleming, d'une 2 fois 2 voies, nous puissions aussi passer à une 2 fois 1 voie. Lidl est arrivé, des activités de bars thématiques qui sont là. On a aussi un projet d'implantation d'un gamme vert. Et donc, on va regarder là aussi comment apaiser cette partie-là de la ville. Et donc, vous l'aurez compris, réconcilier peut-être 2 fonctions, celle de produire et celle de loisirs ou d'habitat. Sur le centre-ville, retenez dans ces projets, dont vous avez le détail sur le côté, que nous allons donc continuer la préservation et la rénovation de notre patrimoine. Nous allons donc lancer les travaux sur l'église Saint-Va, dont on peut espérer avoir un maximum de subventions. Donc on est en train de faire classer l'édifice. Il a une taille importante, vous le savez. Il a la taille d'une petite cathédrale, et donc il a les budgets qui vont bien en conséquence. À aujourd'hui, après un travail très astucieux et très poussé de l'état sanitaire du bâtiment, c'est 10 à 12 millions d'euros de travaux qui sont envisagés. On aimerait bien éventuellement, pour conforter l'attractivité du centre-ville, y mettre peut-être aussi un ascenseur qui permettrait d'avoir un point de vue à plus de 60 mètres de hauteur. On verra si nos finances le permettent. C'est peut-être l'ascenseur que nous ne pouvions pas mettre dans le beffroi. Ce beffroi qui fait notre fierté, qui a été lui aussi complètement réhabilité et livré dans sa nouvelle formule cette année, enfin l'année dernière en 2021. La façade d'hôtel de ville va être donc elle aussi restaurée l'année prochaine. On aura regardé plus largement comment on entretient ce bâtiment. Sur la Grand Place, nous lançons une opération techniquement dite d'OPA-RU avec l'agglomération. L'objectif, transformer, conforter la politique de l'habitat et peut-être aussi regarder comment nous pourrions inciter le ravalement des façades, notamment sur la Grand Place. La mise en lumière du beffroi sera faite
pour l'été, on l'espère. Et puis, vous le savez également, dans l'hyper-centre-ville, nous avons encore le projet de Bolincourt qui est en fin de travaux, donc investissement privé sur Bolincourt, avec le projet de retravailler donc la place Saint-Martin et d'y mettre une halle pour permettre le marché couvert, pas fermé complètement, bien évidemment. Et la semaine dernière, la bonne nouvelle, c'est la requalification, la redynamisation de la galerie des Treilles, avec un programme à double étage, une partie logement sur l'arrière qui donne sur le monument aux morts, rue Leblanc, et une partie rue je cherche le nom qui m'accompagne, du Pot d'Étain, merci, j'allais dire rue des Treilles, où donc nous aurons une surface commerciale destinée, on l'a dit, on espère que ça va se conclure, destinée à accueillir le Furet du Nord qui veut se repositionner, notamment dans son offre et dans son implantation dans le centre-ville. Voilà donc pour la partie centre-ville. La partie qui concerne la rue de Lille, très important également. La rue de Lille, l'objectif en face de chez Pépito, cette fameuse friche Pépito, c'est un peu son nom aujourd'hui, c'est de requalifier et retrouver une centralité pour le quartier. Bon nombre d'équipements ont été proposés. Il y a le parc du Perrois sur lequel on réfléchit pour le requalifier également. Mais faut-il laisser le parc du Perrois là où il est ou le déplacer en lieu et place de cette friche Pépito? Auquel cas, quel devenir pour ce parc à aujourd'hui existant? Quelle mission et quelles fonctions on développe? Quels usages, notamment pour les jeunes dans le quartier? Et puis, on le sait, il nous manque une salle communale, une petite salle des fêtes, il manque des équipements. Donc ce programme-là, on l'a inscrit. Dans les semaines à venir et mois à venir, on va aller vers les habitants de ce quartier, puisque l'agence d'urbanisme nous a fait différents scénarios. Nous allons donc pouvoir venir avec une copie avancée, mais qui permettra surtout aux habitants de trier avec nous, de garder. Et à la fin, nous pourrons donc avoir un programme d'action, des prix, et regarder dans la maquette financière à quel moment nous pourrions faire tout cela. Ce qu'on souhaite surtout, et je le dis à ce moment-là, c'est qu'on ne fera pas projet après projet. On va essayer de phaser tous nos projets de manière à ce que nous puissions avancer en même temps dans tous les quartiers. On peut imaginer sur 7 ou 8 grands projets d'aménagement avoir une dizaine de phases de travaux, et de dire que la première phase, on l'avancera partout en même temps, puis après sera la deuxième phase partout en même temps, troisième phase partout en même temps, etc. Il est temps pour nous de ne pas se retrouver avec une ville divisée, d'un côté avec des quartiers qui se seraient développés, et d'autres avec des quartiers qui auraient pris du retard, notamment dans l'adaptation. Donc voilà aussi pourquoi je vous parlais d'une étude sur la gare d'eau, je vous parlais d'une étude sur la rue de Lille, que je vais vous parler aussi de l'étude qui va relier la gare d'eau, donc penser la place Joffre, la place de la République, et qui va aller retravailler toute la liaison vers les théâtres, Comédie de Béthune, c'est pour ça que je dis les théâtres, donc le théâtre et la Comédie de Béthune, et puis le musée, en réfléchissant sur les différents usages de cet ensemble. Nous avons là un hub, c'est-à-dire que nous avons un pôle d'échange avec beaucoup de bus, je crois que c'est 80 bus par jour qui s'arrêtent à Clémenceau. Il y a 1200 montées et descentes, et on voit bien qu'il y a des conflits d'usage. Donc il y aura peut-être à déplacer ce hub, il y aura à réfléchir peut-être sur le réaménagement du pourtour du théâtre, et puis surtout à regarder comment on peut requalifier toute la partie Joffre, notamment la partie haute et la partie basse. On peut penser aussi à conforter les commerces sur le plan thématique sur le bas. Donc ça, c'est pareil, on a différents scénarios qui vont être proposés dans 2 mois. Ils seront proposés bien sûr au conseil municipal, puis après débattus avec la population pour acter le programme définitif. Si je continue un peu mon tour de la carte, je vais me déplacer un peu plus vers le port de Plaisance, pour vous dire que là, on envisage bien évidemment de l'équiper à 2032. On envisage certainement aussi un équipement associatif, ou en tout cas communal, une salle des fêtes, parce qu'il nous manque un lieu là-bas pour pouvoir amener du monde et peut-être fédérer. Autour de cela, on va aussi regarder avec la ville d'Anzin et avec l'agglomération comment aménager, continuer à aménager cette petite zone verte qui est très appréciée, travailler la liaison vers donc, le canal, et on réfléchit à un pont dans le cadre de l'Eurovéloroute 5 qui permettrait pour les gens à pied ou en mode doux de traverser le canal facilement et d'avoir accès aux aménagements de berges qui sont en train d'être réalisés et finalisés, c'est-à-dire les 35 km entre Isberg et Douvrin
Billy Berclos. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà attendu et pour lequel on veut avancer. Un schéma directeur d'ailleurs de l'aménagement des ports de plaisance est en cours à l'échelle de l'agglomération. Notre port de plaisance est bien sûr identifié dans ce schéma directeur. Si je reviens un peu plus dans le centre-ville Cateau-Rive, nous allons lancer là aussi cette année une étude sur l'aménagement de la zone Léo-Lagrange, à côté de la piscine, centre nautique, pour celles et ceux qui veulent visualiser. Nous avons enlevé le champ de tir. Il y a aujourd'hui un ouvrage important qui se fait, notamment pour les pluies d'orage. Derrière, il y a à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait du parking du CCAS, où les arbres meurent actuellement, sont en fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment du CCAS qui était avant la joujouthèque, la bibliothèque, qui était des tas de choses. Quel est l'état sanitaire de ce bâtiment? Et comment on pourrait là aménager un espace permettant la pratique libre sportive, au-delà des clubs de rugby qui sont déjà domiciliés. C'est un vrai sujet pour nous et on envisage d'y installer là un boulodrome couvert qui serait finalement la locomotive de la reconquête de cet espace, donc avec un programme qui restera à déterminer là aussi avec les habitants. Quand je franchis un peu le rond-point Saint-Prix, je pense tout de suite à la Pierrette. Nous avons des programmes de logement là aussi. L'idée de la Pierrette, c'est de garder un quartier résidentiel vert. Nous avons derrière les marais d'Anzin, nous avons une liaison verte qui nous conduit jusqu'à Fouquier et Foucreuil. L'idée pour nous, c'est de garder et de renforcer cette liaison et donc potentiellement d'encourager la délocalisation des activités commerciales, voire artisanales, qui se situent à la Pierrette vers la rotonde 1, c'est-à-dire autour de notre rotonde, là où on se situe, juste derrière, sachant que nous avons aujourd'hui des friches qui sont en cours de discussion, des projets commerciaux, j'espère, aboutiront cette année, ce qui nous permettra de mettre à terre l'ex-patinoire et de pouvoir, en lieu et place, voir fleurir des activités commerciales. Voilà grosso modo les mutations, quelques bien sûr programmes de logement pour la Pierrette. Le Mont-Liébaud, vous le savez, on a déjà un programme de réhabilitation, de rénovation urbaine qui est en cours. 2022, on démarrera les travaux, on le souhaite. On devrait aboutir à un accord sur le recours qui est en jeu actuellement. On devrait démarrer les travaux pour construire Olympie 2, boulevard des États-Unis, nous permettre ensuite, après le transfert des activités commerciales, des activités de santé, de formation sur Olympie 2, permettre la démolition de Olympie 1 et de ce fait repenser avec les habitants la requalification de cet espace. Faudrait-il y construire quelque chose? Je ne sais pas. On a dit tout à l'heure qu'il fallait garder des espaces verts, il fallait garder de la nature, donc il y a peut-être des petits jeux, des équipements. Ça sera en tout cas un beau chantier à conclure avec les habitants. Dans ce quartier, il y aura quelques démolitions, quelques réhabilitations. Ça, on l'a déjà présenté. Et puis, pour terminer, on préservera bien évidemment toute la cité des cheminots et la notion de cité-jardin, jardin d'ornement devant, jardin potager à l'arrière. On sera très attaché. Un tiers-lieu va donc démarrer là, sur l'ex-friche que nous avons acheté, l'ex-magasin Dia. Donc ça permettra de soutenir aussi l'activité locale, notamment associative. Et puis à la gare, on va renforcer les équipements. Il y a un parking au nord, on va avoir le même parking TER au sud qui va démarrer. Il y a des quais de bus au nord, il va y avoir aussi un pôle échange multimodal, donc des quais de bus au sud. Portage, agglomération et syndicat mixte des transports. Ça, c'est dès 2022 que ça va pouvoir s'engager. Et puis, de côté, donc, toujours de la gare, on l'avait dit, on garde cette logique-là de loisirs et de tertiaire. Des immeubles de bureaux sont en cours de réflexion et un permis sera déposé prochainement donc, sur l'avenue Maréchal Juin. Et puis, sur l'écoquartier de l'horlogerie, nous avons là aussi des projets comme sur l'ex-friche Mooney Packaging, pour laquelle on va libérer du foncier pour engager une zone de loisirs et donc faire un appel aux investisseurs qui voudraient s'installer là, en proximité pratiquement directe du cinéma, qui devient la locomotive pour le quartier et sa reconquête. Voilà globalement écrit les choses. Bien sûr, je pourrais vous parler de la reconquête des places sur lesquelles on va réfléchir, les places de Gaulle, le corridor vert qu'il faut recréer sur l'ancien canal refermé, l'ancienne branche du canal refermé chez nous. Mais vous voyez bien que surtout, il y a des grands principes et il y aura beaucoup de concertation avec les habitants. C'est ce qui est pour nous essentiel. Mais on ne vient pas que les mains vides.
On vient avec un programme qui n'est pas complètement neuf, puisqu'il a été déjà débattu à de nombreuses reprises. On vient aussi avec un cadrage financier. À partir du mois de mars, je vous l'ai dit, c'est crédible. On sait où est-ce qu'on veut aller. Et au moment où on se parle, on n'a pas émis l'hypothèse d'envoler les impôts. On n'a pas non plus émis l'hypothèse d'augmenter l'endettement, de souscrire des emprunts à gogo. Non, on va essayer de faire avec les moyens qui sont les nôtres, prudemment et dans le temps. Et on pense à aujourd'hui que nous avons la capacité à investir entre 11 et 14 millions d'euros par an, qui devraient nous permettre, compte tenu des hypothèses de subvention à 30-35%, mener à bien ces projets. Voilà où on en est et ce vers quoi on veut tendre. Donc une ville du bien-être, une ville inclusive, une ville apaisée, tranquille, une ville où nos enfants peuvent grandir, se réaliser, s'installer, je l'espère, créer leur activité, travailler et surtout être au service d'un territoire qui est au moment où je vous parle en train lui aussi d'écrire son projet de territoire à 10 ans, donc pour 2032. Et donc Béthune pourra jouer pleinement son rôle de capital administratif dont je vous ai parlé tout à l'heure, de locomotive. En tout cas, on sera fiers de faire ce qu'on leur fait et je trouve que ça donne beaucoup de sens. La suite de ce projet, si vous en êtes d'accord et si vous l'acceptez, ça sera bien évidemment de le transformer en projet d'administration et de service pour notre commune, c'est-à-dire pour les employés de la commune. Regardez quels sont les moyens à déployer, les moyens techniques à acheter ou sur lesquels il faudra investir. Je pense aussi au système d'information. Vous savez qu'on ne va pas couper court à cela. La cybersécurité, le multicanal, donc tous ces moyens aussi de diffuser le service public, on va y penser. Et donc, ça sera pour la fin de l'année, l'objectif donc de l'administration de pouvoir répondre à nos orientations et nos demandes d'action en particulier. Vous allez donc retrouver sur 2022, mais Pierre-Emmanuel le redira en temps voulu, à peu près 12 millions d'euros d'investissement. Je vous ai déjà donné quelques pistes tout à l'heure sur ce qui allait s'engager en 2022. Beaucoup d'études, bien évidemment, pour qu'on puisse voir beaucoup plus clair sur le phasage des travaux et sur le calendrier qu'on aura à vous proposer au mois de mars. Mais d'ores et déjà, n'oublions pas qu'il y a des coûts partis, sur la rénovation urbaine notamment, ça a été dit au Mont-Liébaud, mais également on a la fin des travaux au jardin public, la troisième tranche de travaux doit se faire cette année. Nous avons aussi des coûts partis sur le réaménagement de la rue du Rabat. On a aussi décidé de pouvoir avoir une action sur l'avenue du Pont des Dames. Bref, vous le savez, vous le voyez, on aura beaucoup de travail encore cette année. On a un programme de rénovation de nos bâtiments important, 64 bâtiments. Et il faudra d'ailleurs, je vous le dis ici, se poser la question de savoir si on a encore besoin de tous ces bâtiments. Est-ce qu'on a besoin encore d'avoir autant d'équipements à entretenir et qui coûtent cher? Ça, c'est aussi un sujet qu'il faudra qu'on regarde ensemble, bien évidemment. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, bien évidemment, je me tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, pour apporter des précisions ou entendre aussi, bien évidemment, vos commentaires. Merci beaucoup. Oui, Virginie Capel. Tout d'abord, Monsieur le maire, nous vous remercions de cette présentation qui effectivement prend en compte des sujets majeurs pour l'avenir de notre ville et pour le bien-être de nos concitoyens. Cette notion de bien-être, elle nous semble être un champ possible d'innovation politique, mettant l'humain au cœur de notre ville. Les différents piliers présentés dans ce projet de ville en destination des habitants et des habitantes sont au cœur pour nous du débat démocratique et de l'action publique. Nous restons bien sûr bienveillants sur les objectifs suivants: améliorer leur qualité de vie, favoriser les conditions de réalisation de leur épanouissement et permettre aux habitants de se réaliser dans leur vie autant personnelle que professionnelle et sociale. Nous remercions aussi également Monsieur le Premier adjoint qui a pris le temps aussi de rentrer dans les détails lors de la présentation en commission générale.
Effectivement, vous l'avez abordé, le principe de la ville du quart d'heure a été développé par Carlos Moreno, professeur de la Sorbonne, spécialiste de la ville intelligente. Il précise dans un article publié en octobre 2016 que concilier les exigences de la ville durable, mais également les nouveaux rythmes avec d'autres manières de vivre, d'habiter et de travailler et de prendre du loisir passe par une transformation de l'espace urbain avec la ville au centre et ses différentes spécialisations. On voit ici qu'il prend en compte les villes périphériques et ce projet n'aura de sens de la véritable efficacité lorsqu'il sera traduit plus globalement par la communauté d'agglomération. De plus, il a été évoqué aussi, et il est aussi essentiel que Béthune soit une ville attractive. Effectivement, dans un monde connecté où l'information, les idées, les interactions entre les personnes s'accélèrent, il devient évident de penser avec les citoyens. Pour y parvenir, il est nécessaire de prendre en compte leurs habitudes, leurs comportements et leurs attentes, qu'ils soient habitants, usagers ou touristes. Concernant les transports en commun, même si nous sommes conscients que le versement transport est à son pourcentage maximum, nous continuons à souhaiter que le syndicat mixte des transports examine une forte baisse des tarifs. Concernant les transports, nous sommes extrêmement favorables au parking périphérique dans la mesure où Béthune n'est pas Paris et qu'en réalité, pour la traverser à pied, il faut très peu de temps. Puisqu'on parle de quart d'heure, il faut un quart d'heure environ pour aller à pied du parking gratuit de la place de Gaulle au centre-ville. Nous souhaitons également que la ville de Béthune adresse une motion au Conseil départemental du Pas-de-Calais pour exiger la réalisation urgente de la voie rapide entre l'Abassé et le port fluvial de Béthune. La liaison avec la métropole lilloise est une condition sine qua non du développement de Béthune. Concernant les espaces verts, nous y sommes bien évidemment très favorables. Une remarque cependant, soyons vigilants au choix des espèces d'arbres à planter, en choisissant des arbres qui ne prennent pas trop d'expansion en largeur et en hauteur. Cela évitera trop d'entretien pour l'avenir et surtout des conflits avec le voisinage. Concernant le chapitre loisirs et culture, nous souhaitons que la valeur ajoutée de la présence de l'eau sur notre territoire soit clairement identifiée et serve de base pour de nombreux projets. En résumé et globalement, nous sommes bien évidemment d'accord avec les constats et d'accord avec les plus grandes lignes développées dans ce projet. En opposant constructif et responsable, nous voterons donc favorablement cette délibération, en précisant toutefois que nous serons extrêmement vigilants sur sa traduction dans les faits et que nous n'hésiterons pas, bien évidemment, à nous opposer à telle ou telle action qui n'irait pas dans l'esprit de notre compréhension de ce document cadre. Merci pour vos observations et surtout je voudrais aussi remercier l'ensemble des services, tous ceux qui se sont attachés à la rédaction de ce document. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a encore beaucoup de travail devant, mais donc je voudrais les remercier sincèrement. Peut-être deux choses par rapport à ce que vous avez exprimé. Vous l'avez dit, alors, comment déjà rentrer un peu dans le détail technique, mais c'est aussi fait pour ça. Sur la mobilité, donc, vous avez exprimé l'idée que nous puissions demander, ou en tout cas obtenir, une baisse des tarifs sur les transports collectifs, qu'il faut d'ailleurs décarboner aussi. C'est effectivement une réflexion que l'on mène avec le syndicat mixte du transport pour des raisons que je pourrais repréciser par la suite. Il n'a pas été fait ce choix parce que au moment qui verse en fait aujourd'hui, qui équilibre le syndicat mixte des transports Artois-Goël, pour que les collègues comprennent bien. Aujourd'hui, vous connaissez la marque Tadao. Tadao, c'est l'exploitant qui est donc désigné par une collectivité, un syndicat mixte qui est dirigé par aujourd'hui Laurent Duporge et qui finalement a comme mission d'organiser les transports et la mobilité sur 3 agglomérations
Hénin-Carvin, Lanciévin et Béthune-Brouet, Artolis-Romane, dont pour nous aussi Béthune. Ce syndicat mixte de transport avait délégué par le biais d'une délégation de service public l'exploitation du réseau de bus, comme je le disais, sous la marque Tadao, et cette délégation de service public arrivait à échéance. Il fallait donc se décider sur renouvellement ou non de cette forme d'exploitation. Globalement, les collègues ont décidé de rester sur ce format d'exploitation, et sur la question de la gratuité ou non des transports publics, il a été clairement exposé l'incapacité financière aujourd'hui à suivre, parce qu'en l'état et compte tenu de ce qu'on a connu en termes de fréquentation avec la Covid, on a eu moins de recettes, plus de dépenses, et ça a coûté, je crois qu'à l'agglomération, ça coûte 7 millions d'euros par an, et ça a coûté 800 000 euros de plus. Donc si nous voulions aujourd'hui compenser le manque de recettes par donc des aides directement de l'agglomération auprès du syndicat mixte transport, ce qui correspond à peu près aujourd'hui à 10% de son budget, nous n'étions pas en capacité de le faire, sauf d'augmenter les impôts. Alors c'est un choix politique, bien évidemment, mais à ce stade-là, donc ça n'a pas été voté majoritairement. Par contre, ce qui a été acté, c'est le principe que dans la DSP, nous pourrions avoir des tarifs différenciés selon notamment les périodes, le week-end, le soir, lors d'une festivité en particulier, ou aussi en cas de pic de pollution, par exemple. Donc ça va être étudié, c'est une première évolution. Mais nous, ce qui nous alerte surtout, c'est que la question des grands axes et des bus, c'est bien, mais c'est surtout la question du dernier kilomètre. C'est que parfois, arrivé à l'arrêt de bus, on n'est pas encore chez soi. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une partie de la population qui apprécie particulièrement le transport à la demande, parce que c'est de porte à porte. Et donc, on n'est pas certain aujourd'hui qu'en mettant même ces transports collectifs gratuits sur notre territoire, ça renforcerait la fréquentation de ces réseaux. Donc voilà, c'est vraiment le sujet, il est là aujourd'hui. Et de toute façon, vous le voyez bien, il va falloir qu'on trouve des solutions alternatives à la mobilité, et pas que forcément sur du grand structurant, sur des axes clairs, mais sur du service complémentaire. Donc voilà pourquoi on pourra demander la baisse des tarifs, mais en l'occurrence, à ce stade-là, ce qui a été choisi, c'est une différenciation et des expérimentations tarifaires dans les années à venir. Concernant la proposition d'une motion pour lancer les travaux, la 2 fois une voie, qui relierait donc Labassé au port fluvial. En réalité, c'est le contournement, on l'appelait comme ça, c'est le contournement donc, de Labassé pour la partie, grosso modo, Labassé-Béthune. Je partage l'idée que si on veut développer le port fluvial, il nous faut absolument renforcer son accessibilité. C'est une évidence. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Franck Guéry-Montpré, qui est investi sur ce site Bridgestone, va lui aussi développer une offre fluviale. Et on doit rapidement, là aussi, à l'échelle de la région, sortir un schéma directeur pour exploiter la voie fluviale, notamment dans le cadre du canal Seine-Nord-Europe. Et je rappelle que nous, notre enjeu, c'est de nous connecter rapidement à Dunkerque pour devenir finalement l'Interland et le port intérieur de Dunkerque. Les ports ne se développent que s'ils sont en capacité rapidement de délester vers l'intérieur. Si ça stocke sur le port, ils ne peuvent plus décharger. Donc il y a un enjeu là-dessus. Ceci étant, plus largement, s'il faut que nous puissions faciliter l'accessibilité du port, pour les camions notamment, et éviter qu'ils rentrent dans la ville, le contournement des communes actuelles qui sont traversées pour aller jusqu'à Labassé, donc le contournement de Labassé et à Béthune, c'est un tracé compliqué, avec des terrains qui ne sont plus forcément disponibles, c'est la consommation agricole, et personnellement, moi, je n'y crois plus. Je pense que ce serait beaucoup d'argent pour peu d'efficacité. Ça va enlever les flux de véhicules de certaines communes. Donc, on va se retrouver à nouveau avec des communes qui vont perdre des commerces. Admettons. Deuxièmement, si le département crée une nouvelle route, il va déclasser la route actuelle qui passe dans ces communes, qui est une route départementale. La charge d'entretien va donc revenir aux communes, puisque le département ne peut pas entretenir les 2 voiries, donc il va devoir déclasser les voiries qui aujourd'hui servent à faire la liaison. Et troisièmement, ça va donc accélérer certainement les flux routiers, mais arriver plus vite sur les bouchons à Lille, ça n'a pas beaucoup d'utilité, me semble-t-il.
On a regardé, c'est pour ça que j'expliquais qu'on a lancé une étude avec les collègues des autres agglomérations. On a aujourd'hui à peu près 12 000 véhicules qui, chaque jour, partent de notre territoire pour aller vers Lille. Sur l'A25, quand on va vers Lille, c'est 100 000 véhicules jour. De la 1 vers Lille, chaque jour, c'est 115 000 véhicules. Donc les gens à Lille, ils sont asphyxiés. Et donc la proposition qui est aujourd'hui faite, c'est de réfléchir pour accélérer le cadencement des trains et les liaisons, notamment pour nous, Béthune-Lille. Sauf que ça nécessite peut-être la construction de nouveaux sillons, d'une nouvelle gare à Lille, nous des quais supplémentaires, mais ça, ils se sont déjà engagés à le faire pour nous. Et c'est 2035-2040, c'est ce qu'on appelle, de par la loi, l'étoile ferroviaire ou le service express métropolitain. C'est la raison pour laquelle j'avais réuni les collègues l'année dernière, la métropole européenne de Lille, les intercommunalités voisines, plus la région, l'État et les 2 départements, pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir plutôt à une autre forme de transport. J'avais évoqué ce fameux transport téléporté. Plutôt que le ferroviaire, qui est long, qui est coûteux, qui a mangé beaucoup de foncier, et qui permettrait d'avoir donc des pôles d'échange multimodaux, par exemple à Merville ou un peu plus loin, peu importe, à réfléchir. Donc l'étude va être lancée. Elle est d'autant plus intéressante que technologiquement, on a beaucoup progressé sur ces choses-là. Elle est aussi intéressante parce que 1 km de voie ferrée, c'est 22 millions d'euros. 1 km de voirie, la 2 fois 2 voies, c'est 6 millions. OK, c'est pas cher, mais c'est saturé. Et le transport téléporté, c'est entre 10 et 12 millions d'euros du kilomètre. Donc on voit que même économiquement, il y a peut-être un sujet intéressant. Et pour boucler le tout, et pour revenir à votre notion de port fluvial, la force d'un transport téléporté, c'est qu'il peut faire du transport de biens et de personnes. Et donc on pourrait avoir aussi une réflexion sur la logistique urbaine. Voilà, donc on en est là. Donc, à ce stade-là, très franchement, j'ai même dit au président du département, wait and see, je crois que ça fait suffisamment longtemps qu'on parle de cette autoroute qui n'a pas eu lieu, donc après le contournement qui était prévu. Et si vous le voulez bien, je pense qu'il faudrait attendre un peu la restitution de ces études pour voir ce qui conviendrait ou pas de demander au département. Et je peux le dire même simplement avec la réflexion des conseillers départementaux qui aujourd'hui sont un peu sur la même longueur. Voilà. Pour le reste, merci beaucoup. De toute façon, tout est à construire, mais le cadre, on l'a. Et en tout cas, ça sera un cadre, j'espère, consensuel. Vous l'avez exprimé comme tel. Alors, il n'y aura plus qu'à nous mettre d'accord sur les couleurs et sur la déco, mais globalement, si on est d'accord sur les formats des murs, les matériaux utilisés et sur l'usage qu'on veut en faire, on aura atteint une partie de l'objectif qu'on souhaitait, c'est-à-dire de réunir les gens sur un projet partagé. Voilà. Après, les sensibilités peuvent s'exprimer à l'intérieur, bien évidemment, c'est tout à fait normal. Merci pour vos remarques, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non. Alors, je vais mettre au vote cette délibération et ce projet cadre qui va nous permettre maintenant de faire la promotion de la ville aussi. Et symboliquement, j'ai demandé à ceux qui sont pour de lever la main et de ne pas faire l'inverse. Donc, qui est pour? Merci. Qui est contre? Et qui s'abstient? Écoutez, je crois que c'est la plus belle des récompenses à ce stade-là. Au moins, je sais qu'on pourra aller unis et avec le même message auprès de la population, qu'il faudra certainement faire adhérer à tout cela pour qu'elle puisse relayer et se mettre aussi à l'initiative à nos côtés. Merci beaucoup pour cette réunion, merci pour le travail et merci pour ce qui nous reste à faire. Bonne fin de soirée. Au revoir.